Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau Monde de Nerd. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous est réclamé depuis un moment déjà, mais il y a tellement à dire qu'on a pris notre temps. Il s'agit du cosplay. Alors c'est à la fois une pratique de niche et pourtant de plus en plus visible sur internet, dans les conventions et même dans la rue. Alors, le cosplay c'est quoi? D'où ça vient? Comment ça marche? Et pourquoi il ne faut surtout pas parler de déguisement? On va voir ça maintenant. Ah, vous êtes là. Bonsoir. Je vous attendais. Avant de parler un petit peu de cosplay, de rentrer dans l'histoire et les définitions, commençons par une petite histoire. Parce qu'on va pas se mentir, si vous êtes ici, c'est que vous aimez bien les histoires. Nous sommes le soir du 2 avril 1877, et la petite ville d'Amiens est en ébullition. L'un de ses habitants les plus célèbres organise une grande soirée. Tous les notables et les commerçants sont invités, car cette hôte très spéciale souhaite les remercier de l'avoir aussi bien accueilli, lui et son épouse, fatigués de la vie parisienne. Il s'agit aussi de présenter à la bonne société de la ville son fils et ses belles-filles, afin qu'ils puissent, eux aussi, commencer à rentrer dans les cercles bourgeois de la région. Mais qui est cette personne et pourquoi est-ce que je vous parle de cette soirée? Eh bien cette personne, c'est Jules Verne, déjà bien connu à cette époque. Et j'en parle parce qu'il s'agissait d'un bal costumé, dont le thème principal était les voyages vers la Lune et les autres grands récits du maître de l'aventure. Et qui dit soirée thématique, dit costume. C'est ainsi que chacun devait venir dans une tenue évoquant, de près ou de loin, les œuvres de Verne. Ce dernier avait invité un ami proche, l'aventurier et photographe Nadar, celui-là même qui avait inspiré le héros du roman De la Terre à la Lune. Et, clou du spectacle, ce dernier est apparu en sortant d'un immense obus, rappelant celui du livre, et habillé dans la même tenue que son homologue de papier. Tous les autres invités, plus de 700 selon les récits, ont joué le jeu, se grimant en personnages exotiques, indiens, mexicains, chinois, oui, gros bad buzz mérité sur les réseaux sociaux. Mais aussi, ils étaient en protagonistes des romans de Jules Verne. La presse en a parlé jusqu'à Paris, et même à l'étranger, quelques médias en ont fait mention. Ça y est, vous voyez le rapport? Eh oui, on pourrait dire qu'on assiste là à une forme presque primitive ou originelle du cosplay. Ah, quelle belle histoire. Du coup, dans son ouvrage Costuming Cosplay, la chercheuse américaine Teresa M. Winge fait de ce moment une sorte de fondation d'un proto-cosplay. La rencontre entre un univers fictionnel issu de la culture populaire et des personnes qui se l'approprient via une tenue vestimentaire et une mise en scène publique. Alors bien sûr, attention, c'est pas ce moment où a été inventé le cosplay. Et on pourrait trouver bien d'autres exemples historiques proches de celui-ci. On pourrait même remonter jusqu'au carnaval médiéval. Et on verra d'ailleurs que parler d'invention du cosplay est une notion à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais l'époque de l'histoire de Jules Verne est intéressante, puisque la fin du 19e siècle est la période fondatrice de la culture populaire moderne, c'est-à-dire celle de son industrialisation. Et Verne, avec son succès international, est l'un des symboles éclatants de tout ça. Clairement, le cosplay, le fait de se costumer, fabriquant le plus souvent, mais pas toujours sa tenue, un personnage issu d'un univers de fiction, afin de présenter cette création sous forme de performance dans l'espace public, est indissociable de la naissance de la pop culture. Et plus encore, des cultures fans en général. En effet, dès qu'on essaie de faire un peu l'histoire de cette pratique, on retombe invariablement sur quelques moments et noms importants, même si, encore une fois, résumer un tel mouvement à des dates et à des inventeurs précis est toujours un peu vain. Et le premier nom qui revient est celui de Forrest G. Ackerman. Ce monsieur n'est pas n'importe qui, c'est l'un des piliers fondateurs du fandom américain de science-fiction. Il a créé des conventions et des clubs de fans dès les années 1920, il a créé des magazines, en particulier Famous Monster of Filmland, qui a inspiré énormément d'artistes, de réalisateurs et de créateurs d'effets spéciaux. Il a écrit des nouvelles, des romans de science-fiction, il possédait une des plus grandes collections au monde d'objets issus de tournages de films de SF. Bref, il mérite largement son surnom de Mr. Science Fiction. Et c'est devenu une des figures mythiques de l'âge d'or des pulps et des séries B fauchées. D'ailleurs, au passage, je ne résiste pas à l'envie de vous transcrire ici sa tentative de faire la nouvelle la plus courte de l'histoire en science-fiction. Peut-être une inspiration pour le super compte Twitter Micro SF Stories, je vous conseille de le suivre. Son titre est « Résultat de l'examen d'entrée dans la Fédération Galactique de Planète Terre » et le texte de la nouvelle est tout simplement 0. Tout ça pour dire que Forrest, il rigole pas avec la SF, et dans tous les livres d'histoire du cosplay, il est noté comme étant le créateur de la tendance. Ce qui est vrai,
Et faux aussi. Il est vrai qu'il est venu costumer un extraterrestre inspiré par les couvertures des magazines pulp de l'époque lors de la toute première édition de la Worldcon de 1939, une des toutes premières conventions de fans de l'histoire, où se sont rendus le chiffre incroyable de 200 visiteurs. Pour info, à San Diego Comic Con aujourd'hui on est à peu près à 130 000. Il est vrai aussi que sa tenue était faite à la main, par ses soins, avec du matériel de récupération, dans un esprit très cosplay du coup. Mais déjà on oublie plusieurs choses. Qu'ils étaient deux à faire ça. Il est venu avec sa petite amie Myrtle Douglas, qu'on oublie très souvent dans l'histoire, et il semblerait, suivant pas mal de sources, que ce serait plutôt elle qui a eu l'idée du délire à la base. Ensuite, il était déjà une personnalité très connue du milieu. Il fréquentait des écrivains, comme Ray Bradbury, et il est fort possible qu'on retienne son nom comme inventeur du cosplay, parce qu'il était connu avant ça, mais que d'autres fans, plus anonymes, aient tenté la même chose sans qu'on s'en souvienne. Enfin, son costume lors de cette fameuse Worldcon ressemblait certes beaucoup à de très nombreuses créatures étranges qu'on pouvait croiser dans les magazines, mais il n'a cherché à en recréer aucune en particulier. Il le dit lui-même lorsqu'il raconte avec humour que les gens dans la rue étaient soit atterrés, soit apeurés face à son accoutrement étrange, et parfois certains plus jeunes y voyaient leur héros préféré. Il raconte, quand je suis rentré dans le costume, je marchais dans les rues de New York avec des petits enfants qui pleuraient en disant « Ah, regarde, c'est Flash Gordon ou c'est Buck Rogers ». Alors oui, il y a un peu de Buck Rogers, oui, il y a un peu de Flash Gordon, mais aucun spécifiquement. Or, dans le cosplay, il s'agit de se référer à un personnage précis, dans un univers précis. Sinon, c'est juste du costume. Du coup, raté pour la création du cosplay. Mais on y est presque. Et si avec Jules Verne, on avait déjà cet aspect-là, refaire un personnage, ici, on en a d'autres qui sont tout de même assez importants et qui reviennent souvent aujourd'hui. Le moment fondamental de la convention, la fabrication et le sentiment d'être dans une petite communauté de gens un peu différents qui expriment leur passion pour la fiction en la portant sur le corps. Par la suite, avec la généralisation des conventions, le fait de venir costumé va devenir une habitude de plus en plus populaire, sans jamais toutefois devenir vraiment un mouvement revendiqué, ni encore une fois faire toujours appel à des univers de référence précis. On parlait alors surtout de mascarade et non de cosplay. Bref, on pourrait multiplier les exemples de proto-cosplay, de pré-cosplay, qui deviennent de plus en plus des éléments de base de tout rassemblement de fans. D'ailleurs, tous les éléments fondateurs seront repris lorsque le cosplay deviendra une pratique massive et prendra sa forme contemporaine, moderne. Et pour ça, il faut aller du côté de l'autre pays de la pop culture, la France. Bah non, je déconne, le Japon bien sûr. En effet, le terme cosplay et sa définition actuelle viennent de Nobuyuki Takahashi. À cette époque, les conventions japonaises commençaient à prendre beaucoup d'ampleur, sur le modèle américain d'ailleurs, et ce journaliste japonais, revenant de la Worldcon de Los Angeles, observe que les costumes y sont de plus en plus présents. Une tendance qui va aussi très vite toucher le Japon. Il invente alors ce mot valise, mélangeant costume et player, dans un article pour une revue consacrée à l'animation japonaise. Nous sommes alors en 1984, et avec un mot à mettre sur un phénomène déjà grandissant, les choses vont exploser. Peu après ça, apparaissent les premières compétitions, où les personnes costumées s'affrontent dans les conventions, à coups de performances inspirées par l'univers du jeu vidéo, du manga ou de l'animation. Il faut toutefois pas réduire le cosplay à la compétition ou aux stars et professionnels de l'activité. Ça serait un peu comme réduire le foot à la Coupe du Monde et au championnat de première division, en oubliant que des millions d'amateurs jouent entre eux chaque week-end, et dans l'autre sens, il ne faudrait pas non plus rejeter les stars et les grandes compétitions en disant que c'était que l'écume de la pratique. Parce que ces éléments revêtent une importance symbolique, évidemment, et sont la base de la discussion qui permet à la communauté de se sentir vraiment communauté. Pour continuer un peu la métaphore footballistique, les joueurs et les joueuses du dimanche sont loin de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais quand ils font un bon dribble, ils vont imiter les commentaires faits devant les gestes techniques d'un grand joueur et se réuniront ensuite devant la télévision pour regarder un grand match. Comme toute pratique amateur, le cosplay s'insère avant tout dans les interstices du quotidien. Il devient tour à tour loisir, distraction, manière d'exprimer sa passion, puis passion en soi, et même une véritable sous-culture avec ses codes, ses hiérarchies, ses modes de fonctionnement spécifiques et ses débats internes. Les passionnés de cosplay revendiquent d'ailleurs très souvent un sentiment de communauté très fort. Une communauté de pratique où règne l'entraide et la réciprocité. Je sais faire tel type de couture, toi tu sais faire tel type d'accessoire, attends j'ai vu un tuto sur internet, je vais t'aider, je vais t'envoyer le lien. Voilà le type d'échange qu'on peut trouver au sein de petits groupes qui souvent se connaissent uniquement via des forums, des comptes Facebook, des comptes Instagram, en tout cas des lieux en ligne. Et ensuite, ils peuvent se croiser IRL lors de conventions. Attention, pour autant, même si ça fait débat au sein des communautés, on peut pratiquer le cosplay sans fabriquer soi-même son costume. C'est d'ailleurs très très courant au Japon et un peu moins chez nous. Puisque le cosplay ne prend son véritable sens que lors de la performance, lorsqu'il est actualisé sous forme d'une présentation publique, où le costume est porté.
Et de nos jours, une autre étape s'ajoute à celle de l'éventuelle fabrication, puis de la présentation en convention, celle de la photographie. Pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres Pinterest, ils sont devenus des passages obligés. Et les cosplayers passent souvent beaucoup de temps après la présentation publique, après la convention par exemple, à regarder les réseaux pour retrouver et regrouper les traces de leur présence, les photos que les gens ont pris d'eux. Les réseaux sociaux sont aussi un médium très utile pour les étapes intermédiaires. On montre la fabrication en cours, les premiers essais ou des photoshoots effectués dans un cadre qui met en valeur la tenue. Selon la chercheuse américaine Nicole Lamrich, il y a 4 éléments de base dans la pratique du cosplay. Tout d'abord, une histoire. Et oui, un univers qui va nous plaire, nous inspirer, nous donner envie de s'en emparer pour en faire quelque chose de manière individuelle et en s'insérant dans un groupe. C'est d'ailleurs le point commun entre le cosplay et les fanfictions. Il y a ensuite une tenue que l'on peut fabriquer soi-même, le plus souvent, mais qu'on peut aussi acheter dans le commerce ou faire par un autre pratiquant ou une autre pratiquante de cosplay. Certains en font même un commerce et parfois même s'orientent vers les costumes de théâtre et de cinéma en plus de leur activité de cosplayer ou de cosplayeuse. Troisième élément constitutif, la performance. Ce qui veut dire que le cosplay implique forcément des spectateurs, un public. Performance peut vouloir dire mise en scène musicale, complexe, avec une chorégraphie sur scène lors d'une convention, ou tout simplement prendre la pose de manière caractéristique en rappelant le personnage pour une photo en croisant d'autres individus. Il y a tout un continuum de performance, mais il y a toujours performance. Enfin, et c'est peut-être le plus important qui englobe tout le reste, quatrième point, pour qu'il y ait cosplay, il faut qu'il y ait un sujet, un individu, qui exprime et revendique son identité à travers cette pratique. Ce point est important parce qu'il rejoint les définitions classiques de ce qu'est une sous-culture. L'affiliation à un groupe social au sein d'une société. Affiliation qui prend la forme non seulement d'une passion, mais aussi d'un ensemble de valeurs associées et d'un mode de vie qui a un impact sur de nombreux aspects du quotidien de la personne. En particulier, l'affiliation à une sous-culture se porte sur le corps et implique une forte réflexivité sur le rapport à la pratique et à la communauté, parce qu'il s'agit de choisir tout ça, contrairement aux groupes de socialisation classiques qui sont plus imposés par la vie. Les amis d'école, la famille, les collègues de boulot, on les choisit pas. Alors que là, les passions, on les choisit. Keith Kahn Harris, dans son ouvrage sur la sous-culture du métal extrême, explique ainsi qu'il y a 4 éléments qui définissent une sous-culture aujourd'hui. Oui, les chercheurs, ils aiment bien quand il y a 4 éléments, qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a que Corbin Dallas qui a droit à un 5e élément. Le premier est le fait qu'on ne naît pas dedans, on se construit comme membre du groupe. C'est ce que j'ai dit plus haut, une sous-culture, c'est toujours une socialisation secondaire, c'est-à-dire un choix des gens qu'on fréquente parce qu'on a envie de les fréquenter, quelque chose auquel on choisit de s'affilier, en commençant souvent avec 0 contact avec des membres. Et donc ça va passer juste par le contenu culturel de base, par les médias, par les réseaux sociaux, etc. Et puis on va finir par rencontrer des gens. Alors c'est valable pour le métal extrême, qui est une musique qui déjà peut rebuter un peu, faire peur au premier abord. Et nécessite du temps pour en apprécier toute la richesse et dont les rapports entre les fans sont faits de codes, parfois non dits, qu'il faut assimiler pour être un vrai membre. Et c'est valable aussi pour le cosplay. On commence par aimer un jeu vidéo, et puis on va traîner sur les forums consacrés à ce jeu vidéo, et puis on se rend compte qu'il existe des cosplayers de ce jeu vidéo, et on commence à apprendre comment faire ça soi-même. Et puis on va enfin demander des conseils à d'autres. Et là, on fait partie du groupe. Il y a donc tout un processus qui construit un parcours, une carrière, avant d'accéder à une forme de prestige intracommunautaire à l'intérieur du groupe. Le second élément est qu'une sous-culture aujourd'hui n'est pas localisable. Les premières grandes sous-cultures, dans les années 60, l'étaient beaucoup plus. Les hippies, c'est d'abord la Californie, avant de devenir un style mondialisé et répandu. Les punks, c'est d'abord certains quartiers précis de Londres. Le hip-hop, c'est un quartier précis de New York. Vous voyez bien que ces sous-cultures-là sont très localisées. Aujourd'hui, ces mouvements sont à la fois plus déterritorialisés, grâce à Internet, mais aussi ont besoin de moments de localité pour sentir leur propre force. Les fans de métal ont leur site, ont leur réseau en ligne, ont leur newsletter. Ils portent des t-shirts de leur groupe favori en allant au boulot ou en cours, ou en se promenant, sans forcément être entourés de leurs pairs, de leurs collègues, de leurs copains de la sous-culture. Mais les concerts, les festivals restent des moments importants d'actualisation des codes du groupe. On se retrouve et on communie ensemble. C'est la même chose pour le cosplay, avec le moment central de la convention. De la même manière, on ne peut pas réduire la pratique à ça, mais ça reste un point focal, central. Ensuite, le troisième point, c'est qu'une sous-culture se pose en permanence la question de son histoire, de ses origines, de son fonctionnement. C'est pour ça que, dans mon historique du début, j'ai dit qu'il fallait rester très prudent avec les dates symboliques. Elles ont souvent un sens depuis aujourd'hui en fonction des enjeux identitaires et communautaires que chacun veut leur faire porter. Cette réflexivité du groupe permet de l'autonomiser par rapport à d'autres pratiques, en faisant différer les origines. Par exemple, les gens qui font des costumes historiques, ou des costumes steampunk, soulignent le fait qu'ils ne font surtout pas du cosplay. Alors pourtant, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de points communs, on pourrait même dire que c'est à peu près la même pratique. Mais non, c'est important pour eux de se différencier et de différencier les origines des mouvements
pour justement leur donner une forme d'autonomie. Ça permet aussi de se réinventer en permanence pour faire évoluer les codes et les comportements dans la pratique. Enfin, quatrième point, une sous-culture produit du contenu. Il ne s'agit pas uniquement d'être fan ou public, elle produit du contenu matériel, fanzine, tenues, t-shirts, costumes, accessoires dans le cosplay bien sûr, mais aussi du contenu symbolique, des discours, des idées, des valeurs, une vision du monde, etc. Et on retrouve bien les deux dans le cosplay. Il s'agit de mettre en avant sa passion, de manière matérielle, mais aussi de défendre une manière d'être. Et les deux se mêlent dans le fait d'actualiser la fiction dans la vie quotidienne pour la rendre concrète avec ses propres mains, avec sa propre performance. D'ailleurs, souvent, les amateurs de cosplay se défendent de toutes les approches psychologisantes, un peu basiques du type « Ah non mais il se cache derrière le costume, c'est des gens qui veulent pas grandir ». Le syndrome de Peter Pan d'ailleurs, c'est un peu le point Godwin de l'analyse des passionnés de pop culture. David Mourier est ce qu'on appelle un adolescent, un être étrange, mi-adulte, mi-adolescent. Au contraire, et là c'est un classique encore une fois des sous-cultures, la partie performance spectaculaire est vécue comme une continuité dans l'identité des personnes, mais pas comme une rupture ou une manière de se cacher du quotidien. On peut être moins timide en costume que dans un cadre quotidien, mais ça veut pas dire qu'on est moins soi, c'est juste soi dans un autre cadre. De la même manière que les drag queens décrites par Judith Butler mettent en avant la dimension performée, et en partie d'ailleurs fictionnelle, de toute identité, de genre entre autres, les cosplayers et les cosplayeuses mettent en avant le fait qu'on peut aussi se construire dans la performance, sans être moins soi. L'authenticité, la vérité d'une personne, d'un être, n'est pas cachée lorsque l'être met un masque. D'ailleurs, c'est une réflexion aussi valable pour le jeu vidéo. Mais elle est un ensemble de couches dont certaines sont choisies et d'autres non. Il s'agit alors d'extérioriser une passion intérieure pour en faire ce qui est visible de soi. Et du coup, ça me permet de terminer par une citation assez profonde de Keith Harris, le chercheur dont j'ai cité tout à l'heure le nom, et je vous laisse réfléchir là-dessus. Si toute identité est fake, une pause, alors l'authenticité inauthentique élabore la possibilité de pause sans nier que c'est tout ce qu'on est. Vous voyez le rapport avec le cosplay? Non? Bah allez, je vous laisse 4 heures. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette longue vidéo, on espère que vous avez appris des choses, et bien sûr, si vous pratiquez le cosplay, on veut voir vos meilleurs costumes sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, pratiquants ou non du cosplay, pour qu'ils donnent leur avis et leur retour sur leur propre expérience. Et on se croise, j'espère, bientôt en convention pour admirer vos plus belles créations. Mais pas de trilogue, s'il vous plaît, merci. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.